Donc, on regarde le problème. On vous rappelle déjà en haut de 3 trucs. Petite analyse, on va prendre 5 minutes là-dessus. Hein. A plus B puissance n et AN moins B puissance n là-dessus. Donc on vous le rappelle. Déjà, élève de terminale français, faut être au taquet. Hein. Ça, c'est connu. Bon, bah, c'est dans le cours de... Il me semble qu'on le fait maintenant en maths expert dans le programme de complexe. On le fait avec des nombres complexes quelconques. Donc c'est, comment ça s'appelle, la formule du binôme. Et il y a cette petite identité remarquable qui, en fait, si vous la reconnaissez, par exemple, vous pouvez la connaître, des fois, certains d'entre vous peuvent la connaître sous la forme a cube moins b cube. C'est a moins b fois a carré plus ab plus b carré. Et en fait, elle marche pour n'importe quelle puissance. Il y a a2 moins b2 qu'on connaît depuis la seconde, bien sûr, ou depuis la troisième. Voilà, il y a cette forme-là. Donc ça, c'est en fait la somme des a n-1 plus a n-2b plus a n-3b carré plus 3 petits points jusqu'à plus b n-1. Donc c'est ça la formule. On vous les rappelle, il faudra voir à quel moment y penser. Vous allez voir, ça va être ultra stylé, même ça. Il y a une question qui m'a un peu, je savais pas trop, je dis attends, qu'est-ce que je cherche en fait? J'ai dû me poser les bonnes questions, je vais le faire avec vous. Je vais me dire attends, j'aimerais bien avoir une puissance n, et je fais ah mais oui, c'est pour ça qu'ils ont donné la formule, oui. J'ai dû aller chercher, enfin voilà, j'ai dû aller chercher pourquoi est-ce que cette formule était là au bon moment, et voilà, ça m'a aidé. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths, étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs, qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye, et je te retrouve pour la vidéo. Donc, on pose ce truc-là. Déjà, on commence, hein, encore une fois, élève de terminale français, je pense qu'on vous met ça, vous pouvez paniquer un peu, c'est normal. Grand gamma, donc gamma majuscule, indice n de x, donc une espèce de suite de fonctions, déjà ça commence bien, égale l'intégrale entre 0 et n de t puissance x moins 1, donc en fait le x, il est là, dans la puissance, 1 moins t sur n puissance n. Je vais pas vous faire un cours théorique sur la fonction gamma. L'idée de la fonction gamma, en gros, en une phrase, ça serait... on a la fonction, on a comment on appelle ça, la factorielle pour les entiers positifs. Est-ce qu'on peut essayer de définir une factorielle pour les réels, en gros? Et on pourrait dire que la fonction gamma, en fait, s'approche de ça, que c'est un peu l'idée générale, que pour certains x, on peut définir un genre de factorielle. Bon. Et on va le voir, notamment, il y a des choses ici qui ressemblent un peu à de la factorielle, enfin, il y a des choses qui vont se passer. Donc on dit gamma n de x, une espèce de suite de fonctions, où la variable x est là. Donc si vous voulez, pour x fixé, ça, c'est juste une intégrale qui dépend de n. Bon. On va montrer des trucs, et on va tout de suite voir que cette suite va converger pour tout x. Pour un x fixé plus grand que 1, on est sur des x plus grand que 1, pour tout x, elle converge et elle a une limite. Ça, c'est la fonction gamma. Donc la fonction gamma de x, pour l'instant, va être définie pour nous comme, pour un x plus grand ou égal à 1 en tout cas, la limite de cette suite, pour x fixé. Ensuite, on avance, on montre différents trucs, et on commence à montrer certaines propriétés de la fonction gamma, et on va pouvoir en déduire quelles sont les valeurs de cette fonction gamma si mystérieuse en maths, quelles sont les valeurs pour au moins les entiers. Donc on a ça, montrer que quel que soit n, on commence par un premier résultat, donc on pose ce truc, montrer que grand gamma indice n de x est plus petit que cette chose-là. Il y a un fait de culture G qui peut être intéressant, c'est de savoir, même si on n'a pas besoin de savoir ça ici, c'est de savoir que ce machin, 1 moins t sur n puissance n, pris à part, converge vers e de moins t. En fait, si vous mettez n'importe quel u ici, ça va tendre vers e de moins u. Enfin, c'est juste l'idée de... il existe une suite qui tend... il y a cette suite, en puissance n, qui tend vers une exponentielle. C'est possible. Donc en fait, elle tend vers là, mais est-elle pour autant inférieure? Elle pourrait tendre et être supérieure. Là, on va montrer qu'elle est supérieure. Qu'elle est inférieure à e de moins t, pardon. Donc vous n'avez pas besoin de savoir ce résultat, mais voilà, c'est un truc à savoir. Il existe une suite compréhensible en terminale, celle-ci, qui tend vers exponentielle moins t. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de regarder ce qui se passe, et on va essayer de se dire, bah, ça serait idéal quand même que cette chose-là soit plus petite que e de moins t. Le réflexe pour moi, c'est on veut montrer que donc 1 moins t sur n puissance n plus petit que e de moins t. Si on peut montrer ça, on va avoir le résultat qu'on veut. Bon, j'aimerais plutôt le passer au log et faire un truc avec le log. Si je passe au log l'inégalité, j'aurai un truc comme ça. Et je me rends compte en fait que j'ai ça, donc j'ai log 1 moins t sur n plus petit ou égal à moins t sur n.
Ça me rappelle quelque chose. Donc ça me rappelle quelque chose tout de suite. J'ai or, quel que soit x plus grand ou égal à moins 1, log de 1 plus x, plus petit ou égal à x, ça c'est quoi? X, c'est la tangente à la fonction log de 1 plus x en 0, et donc, le log étant concave, c'est toujours vrai. Donc en fait, il faut utiliser ce résultat, par concavité de la fonction qui a x associe log de 1 plus x. Là, il faut savoir ça, donc il faut connaître vos résultats de convexité-concavité vraiment sur le bout des doigts, parce que je dois connaître cette inégalité, je sais que c'est vrai, elle est sous sa tangente, ou si vous voulez, peut-être que vous le connaissez en log de x inférieur ou égal à x moins 1, si vous voulez. Mais c'est pareil, il suffit de le décaler. Ça, ce serait pour tout x positif strict. En gros, vous avez ça. Quel que soit x plus grand que moins 1, ça. Ah, donc c'est vrai, parce que comme t, il est comment t appartient à 0n, en fait, on peut voir très vite que t sur n appartient à 0,1, et donc moins t sur n appartient à moins 1, 0. Oui, non, ça va être bon. C'est vrai. En fait, là, je dois le montrer comme ça. Si quand moins t sur n est égal, donc si vous voulez, quand moins t sur n, c'est une précision qu'il faut faire tout de suite, ça, je vais prendre pour moins t sur n, d'accord, si moins t sur n plus grand strict que moins 1, on est bon. Faut pas rédiger comme ça, hein, mais on est ok. Si moins t sur n égale moins 1, pas besoin de passer par le log, on a juste 1 moins t sur n puissance n égale 0, qui est toujours plus petit ou égal à n'importe quel exponentiel. Donc c'est vrai. Dans le cas où c'est égal à moins 1, c'est vrai. Et dans tous les autres cas, on passe au log et on le démontre grâce à la convexité qui est ici, la concavité du log. Donc voilà, première question, on le fait comme ça, en connaissant cette inégalité de convexité, de concavité en l'occurrence, du log. Question 2, montrer que on a ce truc-là. Donc on va essayer de voir maintenant cette deuxième étape. Là, ici, on a montré une première étape intéressante. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose. En gros, l'idée, c'est de montrer que sigma n de x converge. Donc l'idée, c'est de montrer qu'elle est, par exemple, croissante majorée. C'est ça qu'on va faire petit à petit. Hein. Si vous regardez un peu les questions et qu'on essaie de pas trop subir, on va montrer des trucs ici. On va en déduire que la suite converge vers un réel. On va montrer la croissance et, il me semble, la croissance plus la majoration. Donc, montrer ce truc-là. Donc là, comment on fait ça? Alors, a priori, c'est peut-être pas évident. Il y a peut-être plusieurs méthodes. Moi, j'ai été chercher une méthode un peu... un peu chelou. Moi, ça m'a un peu saoulé ce truc, parce que je me suis dit, le démontrer de manière purement analytique, en me bourrinant... Enfin, il y a une manière peut-être de bourriner que j'ai pas vue, essayer de montrer cette inégalité. Ça m'a un peu pris la tête, donc j'ai vu qu'il y avait une expression qui dépendait de n et la même expression qui dépendait de n plus 1. Donc on pourrait se dire, ok, il suffit de montrer que cette suite Vn est en fait plus petite que ça Vn plus 1 et montrer la croissance de cette suite. Ok, c'est possible, je sais pas trop comment faire ça. Moi, ce que j'ai plutôt été faire, c'est que j'ai été chercher, encore une fois, je sens que là, il y a un peu de la concavité et de la convexité-concavité du log. Donc j'ai été chercher une inégalité de convexité en réécrivant tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, mais moi j'ai voulu réécrire, en gros, ça, si vous voulez, c'est quasiment log de 1 moins t sur n sur... Enfin, c'est sur 1 sur n. Le n ici, je peux le mettre en dessous, vous voyez ce que je veux dire? Je peux virer ce n, dire que ça c'est sur 1 sur n, et faire apparaître un moins t si j'ai envie. Donc je peux écrire tout ça comme ça, et me dire, ben, on va écrire, j'ai l'inégalité, comment je pourrais l'appeler? Ici, étoile, je mettrai étoile pour pas la réécrire, hein, si et seulement si. Et j'ai envie d'écrire log de 1 moins t sur n sur... Et vu que t est entre 0 et n, je vais diviser par moins t sur n. Donc je vais diviser, il y a 1 sur n qui est là, et je vais diviser de chaque côté, le 1 sur n, le n si vous voulez, il est ici, de chaque côté par moins t. Je vais dire pour t différent de 0. Ok? Parce que si t vaut 0, typiquement, l'égalité marche. Donc il faut toujours l'écrire, les tickets à part, t égale 0. Ok. Pourquoi? Parce que si t égale 0, j'ai dit que 0 plus petit ou égal à 0. Donc ça c'est bon. Pour t plus grand que 0, je pense ça ici, t plus grand strict que 0, je vais diviser par t, par moins t. En divisant par moins t cette inégalité, moins t étant négatif, je dois changer le sens de l'inégalité. Ça c'est plus grand que log
de 1 moins t sur n plus 1 sur moins t sur n plus 1. Encore une fois, je suis très curieux de voir si dans le chat vous avez d'autres solutions que ça, mais vous allez voir où je vais en venir. J'essaie de faire un truc relativement élégant et de faire un peu une solution de géométrie. Alors, moi ce que j'ai voulu dire en fait, c'est que ça, de chaque côté, en fait, ça représentait une corde. On va essayer de voir quelle corde, mais je voulais dire, chacune de ces expressions écrites comme ça représente une corde. Or, pour une fonction concave, j'ai des résultats pour les cordes. Je sais que les pentes des cordes vont évoluer. Donc il y a un résultat de convexité ou de concavité, c'est pareil, qui parle de l'évolution des pentes des cordes. Les cordes, si je vous le fais rapidement, quand vous avez log, donc là c'est quoi que je veux? Moi c'est log de 1 moins x, ou log de 1 plus x en gros si vous voulez. J'ai log de 1 plus x qui ressemble à ça, donc là j'ai moins 1, hop, et j'ai log de 1 plus x. Et il a des cordes. Et en fait, ces cordes sont... la fonction étant concave, les cordes ont des pentes qui baissent. On passe, si vous voulez, si je le dessine un peu proprement, hop là. Et bien, toutes les cordes qui passent par 0, 0 ont... Enfin, les cordes successives passant par 0, 0 ont des pentes décroissantes. Elles sont très très fortes ici, puis elles sont de moins en moins fortes, comme ça, par concavité de la fonction. Et donc j'ai envie de dire, moi c'est ma manière que je trouve un peu élégante, géométrique, par concavité du log, on a le résultat de la décroissance des pentes des cordes, et on se rend compte qu'ici, on a bien des cordes entre, ça je peux le réécrire encore une fois, hein, log de 1 moins t sur n moins log de 1, donc là c'est 1 plus moins t sur n plus 0 sur moins t sur n moins 0 supérieur ou égal à celle-ci, log de 1 moins t sur n plus 1, Ops. Moins log de 1 plus 0 sur moins t sur n plus 1 moins 0. Donc c'est bien deux cordes successives, enfin c'est deux cordes différentes, entre le point 0, 0, entre le point log de 1 plus 1, d'abscisse 0 et d'ordonnée log de 1 plus 0, donc 0, 0, et un autre point. Et bien c'est parfait. Je sais que c'est vrai que cette corde-là est plus grande que celle-ci, uniquement si cette corde-là est plus loin du point 0 que celle-ci. Ben, c'est parfait ça. Ça tombe bien. Vrai. Car, tout bêtement, moins t sur n est plus petit que moins t sur n plus 1. Qui sont négatifs. Plus petit que 0. Donc il y en a une avec moins t sur n, c'est celle-ci. Avec moins t sur n plus 1, c'est celle-là. Donc on a bien cette pente-là qui est plus grande que cette pente-là. Donc on peut interpréter, en fait voilà, ma démonstration c'était ça, c'est de prendre ça, se rendre compte qu'on peut l'interpréter comme une comparaison de cordes. Je trouvais ça un peu stylé, donc je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous avez mieux, mais voilà ce que j'ai voulu proposer, je me suis dit c'est la moins prise de tête avec le moins de calcul. Il faut avoir en tête le résultat de, pour une fonction concave, la pente des cordes évolue de manière décroissante. Voilà. Une corde pour moi c'est une séquente. Il y a des profs qui appellent ça une séquente. C'est deux points qui relient... Enfin, c'est le segment qui relie deux points d'une courbe. Donc une fonction est... La définition fondamentale de la convexité par exemple, c'est... une fonction est convexe si elle est toujours en dessous de ses cordes. Vous avez une fonction comme ça, bah les cordes elles sont toujours au-dessus. Je dis que c'est la définition fondamentale parce qu'on a besoin ni de la dérivabilité de la fonction, ni même de sa continuité. En tout cas, on n'a pas besoin d'avoir une fonction dérivable, et donc on n'a pas besoin de parler de dérivée pour parler de convexité. On peut avoir une fonction comme ça, qui n'est pas du tout dérivable vu qu'il y a plein de points un peu bizarres. Et ben, la définition être au-dessus de ses cordes fonctionne. Alors que la définition avec le f seconde et tout ne marche pas. Donc voilà, petite démonstration géométrique. Voici une fonction, g, montrer qu'elle est majorée. Alors, ça, normalement, c'est pas un énorme challenge, vous devez être capable de le faire. Donc, petite g de t, celle-là, en fait, on n'a pas trop le choix, on va l'étudier direct. On peut faire plusieurs choses pour l'étudier. Je pense qu'il y a un truc marrant. Vous avez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez juste dériver et ça va marcher, on va étudier ces... Enfin, il y a deux choix. Je vais faire la version directe, on va poser cette fonction, on va la dériver. On va dire que, voilà, c'est une fonction qui est pour x fixé, donc x est toujours plus grand ou égal à 1, c'est un réel fixé, hein.
Donc c'est juste une constante positive, x-1. Parce qu'on a x plus grand strict ou pas? Qu'est-ce qu'on a dit? On a posé x plus grand ou égal à 1. Donc oui, ok. X est toujours plus grand ou égal à 1, je le rappelle ici. On peut faire plusieurs trucs. Donc il y a même une version de ça où on peut étudier, pour étudier, vu que cette fonction est positive, on peut étudier aussi les variations de log de g. Parce que les variations de log de g, ça se fait assez vite. Et on peut dire que la fonction log étant croissante, là on est sur un truc positif, donc log de g est toujours défini, sauf en 0, ça c'est un peu le problème, mais la fonction log étant croissante, on peut dire que les variations de log de g sont les mêmes que celles de g. Voilà, ça peut être une petite astuce pour gagner un peu de temps, parce que en prenant ça au log, ça simplifie vachement l'expression. Je dis ça comme ça, mais je vais quand même vous faire g dérivable, comme produit de fonction dérivable, hein, j'écris pas tout. Donc on a, quel que soit t, donc c'est positif, g' de t égale. Et là, ça nous fait quoi? Ben, on sait que ça va être du e de moins t sur 2, hop, facteur 2. Donc c'est soit le premier, donc ça fait du t puissance x-1, donc quand on dérive ça, ça fait quoi? X moins 1, t puissance x moins 2, ok. Potentiellement x moins 2 négatif, hein, on sait pas. Et ensuite l'autre c'est moins, enfin donc c'est moins 1 demi, je pense, donc c'est moins un dérivé de moins t sur 2, ok, fois t x moins 1. Ok, et donc c'est égal à quoi? Je factorise par, je sais pas trop, tx moins 1 ou tx moins 2 tx moins 2. E de moins t sur 2, t puissance x moins 2. Alors, elle est dérivable, je me suis peut-être trompé. Elle est dérivable partout. Est-elle dérivable? Elle est dérivable sur 0 plus infini ouvert. Vu qu'elle est définie en 0, elle vaut 0. On n'a pas vraiment la dérivabilité en 0. Je me suis un peu planté, enfin, il faut faire attention là à ce que je dis. En 0, on a une demi-tangente, vu qu'elle est bloquée en 0, on la définit pas avant. On a une demi-tangente, donc on peut vraiment dire qu'elle est... On peut pas définir une tangente qui part des deux côtés en 0. Donc elle est dérivable pour t positif strict, donc je vais pour l'instant m'occuper de ça. Pour t positif strict, qu'est-ce que j'ai? Je peux dire qu'elle est dérivable, donc dérivable sur r plus étoile, ça c'est sûr. Et j'ai ça, donc j'ai e de moins t sur 2, t puissance x moins 2, notamment parce que t puissance x moins 2 existe ici, et n'existe pas potentiellement si x vaut 1,5 pour t nul. C'est ça qui m'a fait réaliser que j'avais fait une petite erreur de... que j'ai parlé un peu vite, en gros. Donc j'ai x moins 1, moins... Bah il reste un t ici, hein, t sur 2. Ok. Et donc je peux dire que j'ai g' de t, positif ou nul, si et seulement si. Comme tout ça, c'est positif, bah si et seulement si, t sur 2. Alors c'est quoi t sur 2? Ça c'est positif, donc t sur 2, plus petit ou égal à x moins 1. Si et seulement si. Bon, attendez, c'est embêtant. Si et seulement si, t plus petit ou égal à 2 fois x moins 1, pour x fixé encore une fois. Ça va dégager, on va le faire après. Hop, c'est beaucoup trop tôt. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tracer mon tableau de variation, et je suis content, ça résout ma question. Donc là, c'est pas difficile en soi, mais il faut pas paniquer. Encore une fois, pour les terminales français, vous voyez ça, il faut y aller, quoi. Vous avez cette fonction, il faut la dériver, il faut savoir tout de suite, enfin, faut pas croire qu'on va vous guider, quoi. C'est vous allez faire votre étude de fonction complète comme des grands indépendants. Ça, c'est ce qu'on attend de vous en prépa aussi. Dès que vous avez acquis, préparé, fait un chapitre sur un outil, on considère que vous savez l'utiliser, quoi. Il n'y aura juste pas beaucoup d'étapes. On va dérouler ce qu'il faut. Alors, 0 ici, plus, moins, la fonction fait ça. Oups, je fais une flèche moche. Elle vaut 0 en 0. Elle redescend ici. Elle redescend vers quoi? En l'occurrence, on n'a pas besoin de calculer la limite. Mais bon, la limite, assez vite, si vous avez besoin, vous pouvez démontrer que là c'est une puissance de t, là c'est une exponentielle, la puissance se fait écraser, ça tend vers 0. C'est pas nécessaire. Mais on se rend compte que qu'est-ce que soit t positif ou nul en l'occurrence, g de t, plus petit ou égal à g de 2x moins 1. Donc ça c'est bien. Ça veut dire qu'en fait, g est majoré. Et son majorant est ici. Je peux l'appeler grand M, cette valeur. Ça, c'est pas mal. En déduire que la suite converge vers un réel qu'on notera machin. Ok. Avec la question 2, qu'est-ce qui se passe? Avec la question 2, on va pouvoir montrer que sigma n de x est plus petit que sigma n de... Qu'est-ce que je raconte? Que sigma n plus 1 de x. Et avec la question 3, vu qu'elle est majorée,
cette fonction, on va pouvoir dire que la suite converge. Je vais juste reprendre quelle est l'expression de la suite, il me semble que je l'avais mis là justement. Hop, conclure. Je vais récupérer l'expression. J'ai ça. Qu'est-ce que je veux? C'est ça la suite. Avec les questions précédentes, en fait, je vais appliquer le théorème de convergence monotone et les deux hypothèses nécessaires ont été démontrées dans les questions d'avant, donc c'est parfait. On utilise bien ce qu'on vient de faire. Petit 4, en déduire, bah, c'est l'idée. Hein. J'ai ça, donc avec la 2, si vous voulez, la 2 me donne, quand je passe à l'exponentielle, que 1 moins t sur n puissance n plus petit ou égal à 1 moins t sur n plus 1 puissance n plus 1. Merci la question numéro 2. Donc, t puissance x moins 1 de chaque côté. Tout ça, c'est positif, j'ai le droit. Donc, ensuite, j'intègre sur le même intervalle de chaque côté, c'est bon. Vous voyez, je rédige pas complètement, mais vous voyez, la 2 me donne bien que j'ai sigma n de x plus petit ou égal à sigma n plus 1 de x. C'est bien de x, c'est le n qui se transforme en n plus 1, le x, lui, est le même. Donc c'est la fonction, là, cette fois-ci, pour un x fixé, j'ai sigma n plus petit que sigma n plus 1. C'est grand gamma, je dis sigma sans faire exprès, c'est une erreur de langage. Donc là, j'ai la croissance. Merci la question 2. La question 3, on a vu que dans la question 1, typiquement dans la question 1, sigma n de x est plus petit ou égal à cette fonction-là. Là, je peux dire dans la question 3, je peux dire quoi? Que ça, on a dit avec la question 3 et la question 1, la question 3 et la question 1 ensemble me disent que ça, c'est plus petit que intégrale entre 0 et n de tx-1 e de moins t dt, elle-même égale à intégrale entre 0 et n tx-1 e de moins t sur 2 fois e de moins t sur 2 dt. Vous voyez, ça par exemple, c'est un petit truc, hein, tout bête. Mais ça, élève de terminale français qui était avec nous là, regardez, être capable d'aller faire ça sans sourciller, enfin sans se tromper, c'est vraiment quelque chose qu'on va attendre de vous. On vous a donné, ça m'embête un peu, la fonction e de moins t sur 2 dans la question précédente, et bien on panique pas, on la fait apparaître, en séparant la e de moins t en 2. Vous allez me dire, c'est peut-être évident quand on le voit comme ça, mais je sais que c'est un petit réflexe, en tout cas voilà le genre de petit réflexe qu'on va attendre de vous. C'est peut-être pas évident la première fois. Donc c'est ce genre de réflexe qu'on va attendre de vous, de bien séparer et de dire ok, celle-ci je peux dire que cette fonction étant, grâce à la question 3, plus petite ou égale à un grand M, on s'en fout de sa valeur, je peux écrire que le tout est plus petit ou égal que M intégrale entre 0 et n de e de moins t sur 2 dt. Et ça c'est facile. L'intégrale de e de moins t sur 2, en gros, c'est moins 2, donc ça fait en gros 2m fois e de 0, 1 moins e de moins n sur 2, quand je primitive. Et donc c'est bon. J'ai bien sigma n de x, que j'ai pu majorer. Donc un côté là, j'ai montré la croissance, en fait c'est juste l'application directe de la question 2, ça se rédige en une page, hein. Là je fais un truc un peu... moche, vous avez compris. Donc j'ai ça d'un côté, que je vais colorier comme ça. Hop, ça c'est pour la croissance. On est content. Et ensuite j'ai ça, qui lui est là pour 1 et 3, qui est là pour montrer la majoration. Là c'est top parce que tout ça c'est plus petit que 2m. Hein. J'ai ce 1 moins e de moins n sur 2. Donc ça c'est plus petit ou égal à 2m. Donc c'est majoré. Et donc, j'ai la croissance avec la question 2. Question 1 et 3 combinées me donnent la majoration. Ça veut dire que j'ai le théorème de convergence monotone. La suite converge. Bon, donc on a montré pour l'instant la convergence de la suite, on est content. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on va regarder toute une nouvelle question qui nous permet de déterminer les valeurs de la fonction gamma, qui est donc cette limite qu'on vient de trouver. Donc on a dit que cette limite là de sigma n de x pour un x fixé, on va l'appeler maintenant gamma de x. Question 5, on va faire tout un truc pour prouver que gamma de k est calculable, et le calculer. Qu'est-ce qu'on fait? Premier truc, ça va être, je suis vraiment embêté pour vous si vous êtes français, ça sera l'occasion de faire un peu de cours et de vous montrer. Je suis embêté pour vous parce que c'est vrai que c'est pas un truc facile si vous l'avez pas déjà vu. La question A est trivialissime quand vous avez déjà fait ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples. Une décomposition en éléments simples, c'est un truc comme ça. J'essaye de dire que j'ai la fraction suivante qui peut s'écrire comme quand on a un polynôme ici au dénominateur d'une fraction,
on peut l'écrire comme en fait une somme de fractions avec uniquement un des polynômes de degré 1 simple en dénominateur. Enfin en gros voilà, vous avez compris, on peut prendre une fonction comme ça et la décomposer en éléments plus simples. Il y a une technique pour ça, c'est de dire bon bah quand j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Je multiplie toute l'expression par x, ce qui me fait 1 sur x plus 1 égale a plus bx sur x plus 1. Et ce faisant, j'ai isolé a. Deuxième étape, dans cette expression-là, j'impose x égale 0. Pas possible dans l'expression au-dessus, mais possible dans celle-ci. Pour x égale 0, pourquoi x égale 0? Parce que je veux dégager ça, et donc ça me donne tout de suite a égale 1. Et ensuite je fais la même chose, où je fais fois x plus 1 sur l'expression de départ, comme ça. J'obtiens 1 sur x égale ax plus 1 sur x plus b. Et l'idée c'est que j'ai isolé b, donc je prends x égale moins 1 dans toute l'expression pour dégager ça, j'ai b égale moins 1. En gros je peux trouver, donc en fait maintenant j'ai, si vous voulez, ça c'est 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas sûr, vous n'avez qu'à vérifier, ça fait x plus 1 moins x égale 1 sur x plus 1. On peut les trouver en faisant cette multiplication. C'est une technique ultra classique. Et donc cette technique ultra classique, c'est celle-là qu'on va appliquer directement dans cette question. Si vous ne connaissez pas la technique, bah, vous êtes un peu foutu. En connaissant la technique, ça marche tout seul. Donc limite, vous avez peut-être compris. Je vous ai fait un cas très simple pour que vous voyez. Maintenant ici, il faut tellement maîtriser cette technique qu'il ne faut pas avoir peur de l'appliquer dans un cas un peu dégueulasse comme ça. Donc on sait qu'ils existent, montrer qu'on peut trouver ces AK. Donc l'idée c'est de faire quoi? Je vais faire, donc j'ai cette expression-là. Donc si vous voulez, j'ai l'expression n sur... Je vais l'écrire avec un signe produit, ça veut dire produit de k égale 0 à n dx plus k. On me dit que ça, c'est égal à la somme des 0 à n des ak sur x plus k. Donc ça correspond à ce que je racontais avant avec un exemple très simple. On peut écrire cette fraction avec un polynôme compliqué au dénominateur comme une somme de fractions avec des éléments simples. Hop, un élément, enfin une fraction par élément ici. Pour trouver le ak, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais fois le x plus k spécifique. J'ai donc n sur... Bah, je vais le dessiner, je vais l'écrire comme ça. Donc x plus 1, 3 petits points, x plus k moins 1, x plus k plus 1. Donc le x plus k manque justement ici. Je fais exprès de multiplier. Jusqu'à x plus n. Donc je l'écris plus avec le symbole, là j'écris juste tout pour que vous voyez. Égal. Et donc, il y a un des termes de la somme qui va être le ak sur x plus k qui devient ak, plus la somme pour i égale 0 à n i différent de k des ai sur x plus i fois x plus k. Vous voyez, ils sont tous, j'ai mis x plus k un facteur de tous. Et donc qu'est-ce que je fais ensuite? Deuxième étape, même méthode que j'ai faite, dans cette équation, je prends x égale moins k, comme ça dégage tout ça, et ça me donne, en faisant ça, ak égale n sur, et là on regarde ce qui se passe, n sur moins k plus 1, 3 petits points, moins k plus k moins 1. Celui d'après c'est quoi? Moins k plus k plus 1. Jusqu'à la fin, n moins k. Ça c'est parfait, parce que c'est égal à n factoriel sur... Bah, je vais dire, là il y a plein de moins 1, il y a de moins 1, moins 2 jusqu'à moins k, donc il y a moins 1 puissance k, fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à k, donc c'est k factoriel, et ensuite fois 1 à n moins k factoriel. Et là on reconnaît exactement, le moins 1 puissance k, je le mets au-dessus, les k parmi n. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, mon prof de prépa aimait bien utiliser cette écriture, CKN, c'est la version des années 80. Désolé, les Marocains, mais... Attends, les Marocains, vous êtes old school, vous faites des sujets des années 80 françaises, niveau super élevé, donc les écritures sont les mêmes. Je sais pas pourquoi, en France, on a changé, on a commencé à évoluer. Moi, je l'ai appris comme ça au lycée, K parmi n. Mon prof de prépa utilisait ça, parce qu'il était à l'ancienne. C'est juste une écriture. Et donc, on trouve exactement ce qu'on voulait, avec cette petite méthode. Donc là, intéressant aussi pour les Français, en tout cas, j'espère que c'est intéressant pour vous, cette petite méthode qu'on découvre, où il fallait comprendre que là, on avait cette décomposition d'éléments simples. Vous voyez que quand vous connaissez la méthode, c'est super simple, si vous ne la connaissez pas, c'est un peu compliqué. Et même si vous la connaissez, potentiellement, vous savez la faire sur des trucs très faciles, genre 1 sur x plus 1, là, faut pas paniquer, faut voir que c'est ça, il faut y aller, même s'il y a plein de facteurs et plein de choses qui se passent. Donc on a démontré ça, c'est facile. Enfin, c'est facile. En tout cas, c'est fait. En déduire que, tiens, j'avais prévu de la place pour chaque question, je vois que je me suis pas planté.
Petit b, en déduire que, quel que soit x, on a, comment ça s'appelle, gamma, faut que j'arrête de l'appeler sigma, gamma indice n de x égale un truc un peu dégueu. Gamma n de x, je vois que j'ai cette expression gamma n de x et qu'apparemment, je vais chercher à faire apparaître l'expression que j'avais avant. Donc ça veut dire, quand j'ai cette question, que gamma n de x peut apparemment, vu que je sais que ça, c'est quelque chose qui existe au-dessus, peut sûrement s'écrire comme ça, avec des moins 1 puissance k, ckn sur x plus k. Donc mon premier travail, c'est de dire, attends, je peux l'écrire avec ça, et ensuite en déduire cette expression. Donc qu'est-ce qui se passe? Je m'attends à, en fait, gamma n de x égale somme des ak sur x plus k fois n puissance x. Donc je m'attends à du k parmi n fois n puissance x. Bon, là, il se passe des trucs. Du k parmi n, des puissances. Moi, j'ai envie de penser tout de suite à... comment ça s'appelle? J'ai envie de penser tout de suite à un binôme de Newton. En gros. Un petit binôme de Newton. Donc c'est-à-dire qu'on va écrire ici. On va se rendre compte que là, en fait, on peut écrire un binôme de Newton ici. Qui nous est donné dans l'énoncé au tout début. Vous savez, il y avait un rappel sur a plus b puissance n. Et en fait, là, je vais pouvoir écrire le truc. Donc je vais pouvoir dire que là, j'ai l'intégrale, en fait, entre 0 et n. De t puissance x moins 1. Hop, j'essaie de faire un truc propre. De la somme de k égale 0 à n, donc je mets k exprès, hein, de k parmi n, t sur n, en gros, puissance k, moins 1 puissance k. Enfin, moins t sur n puissance k fois 1 puissance n moins k, si vous voulez. Donc, il y a là, c'est a plus... Enfin, c'est a plus b puissance n. Je vais dire que a, c'est ça. Et je vais dire que b, plutôt, c'est le 1. Je vais lui associer la puissance n moins k, et donc, j'ai même pas besoin de l'écrire. Donc, il reste moins t sur n puissance k, et je le sépare en deux. Et ça, ben, c'est top, parce qu'il y a moins 1 puissance k fois k parmi n, c'est exactement le a4 tout à l'heure. Donc là, je suis content. dt égale l'intégrale entre 0 et n de t puissance x moins 1, et on a dit, bah, en fait, somme des... Ça, c'est la somme des ak... donc, il y a plusieurs trucs qui se passent. Il ne faut pas se tromper, hein. Je vais réécrire que ça, c'est ak, je vais essayer de clarifier un peu. Hop, somme k égale 0 à n, il faut juste être précis ici, pas se planter, donc ak, je fais exprès, t puissance k sur n puissance k. dt. Ok. Donc on a ce truc-là. Bah, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, là, moi, je me dis, bon, la somme, elle est un peu galère. J'ai ak qui est chiant. Moi, ce que je sais faire, c'est calculer somme des ak sur x plus k. Là, j'ai pas du x plus k encore, mais j'ai un t puissance x moins 1 et j'ai une intégrale. J'ai un nombre fini d'éléments dans ma somme. J'ai la propriété de linéarité de l'intégrale. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux me dire qu'attends, je mets tout dans la somme, je fais l'intégrale d'une somme, ça revient à l'intégrale, ça revient à la somme des intégrales. Donc les vraies étapes, si je les fais toutes, c'est ça. Donc j'ai ak sur n puissance k, t puissance x plus k moins 1, dt. Et là, par linéarité de l'intégrale, je peux écrire que c'est la somme de k égale 0 à n, de l'intégrale entre 0 et n, et je mets tout ce qui dépend de t. En fait, je sors tout ce qui ne dépend pas de t, fois intégrale entre 0 et n, de t, x plus k, moins 1, dt. Et en faisant ça et en séparant bien, je dis donc par linéarité de l'intégrale, je peux dire que l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales, et l'intégrale, elle dépend que de t, donc tout ce qui dépend pas de t, je peux mettre devant. Ça, c'est un truc qu'on fait tout le temps en sup. Ce genre de calcul-là, en analyse, vous allez en bouffer des tonnes. Être adroit sur les sommes géométriques, quoi d'autre? Sur les binômes de Newton, et savoir faire ces choses-là avec des intégrales, savoir que vous avez le droit... Les interversions somme intégrale, c'est très facile quand c'est pas des intégrales bizarres et infinies, ou des sommes infinies. Là, c'est plus compliqué. Mais tant que c'est des sommes finies, intégrales finies, vous avez tous les droits avec la terminale. Vous savez qu'en gros, c'est... comment dire? C'est de la linéarité, quoi.
C'est plus quand il y aura des théorèmes, ce sera en deuxième année de prépa, d'interversion, on appellera ça les théorèmes sur les séries de fonctions, etc. Il y aura des interversions séries intégrales qui sont peut-être plus compliquées. Tant que vous avez des choses finies, vous pouvez le faire, mais il faut être conscient que vous avez le droit. Là, ensuite, on me fait intégrer quoi? Sur dt, t, en fait, c'est un polynôme, c'est une puissance. Je suis en train d'intégrer t puissance alpha. Ultra facile. X plus k moins 1, vu du point de vue de t, c'est une constante. Je vais le faire à part. Mais par exemple, donc je peux dire, intégrale entre 0 et n de t puissance alpha dt, c'est quoi? Bah, c'est 1 sur alpha plus 1. Et ensuite, c'est t alpha plus 1, donc n puissance alpha plus 1, moins 0. Donc ça, c'est bon. J'utilise ça tout de suite. Ça me donne donc la somme de 0 à n de ak, que j'écris juste par paresse pour pas tout écrire, n puissance k, fois, et j'applique ce que j'avais là, avec alpha égale x plus k moins 1. Donc x plus k moins 1 plus 1, 1 sur x plus k. Alors là, on est tellement heureux parce qu'on voit apparaître le truc de la question précédente. Ça, c'est top. Fois n puissance x plus k. Mais ça, c'est parfait, parce qu'il y a un n qui va se simplifier. N puissance k dégage avec ça, égale somme des ak sur x plus k, le tout n puissance x. N puissance x dépend pas de k. Et là, la question est finie. Parce que la somme des ak sur x puissance k, sur x plus k, pardon, on a montré au-dessus qu'elle valait ça. Donc c'est ce truc-là fois n puissance x qu'on a trouvé, et donc c'est bien ce truc-là fois n puissance x. C'est bon. Ok. Je rédige pas la toute fin. Voilà une belle question. Ça coule relativement simple. On peut espérer qu'un terminal sache le faire, parce qu'il y a un binôme. C'est au programme de Terminal Math Expert. Je parle au français, là, bien sûr. Les Marocains, on peut encore plus vous le demander, mais voilà. Les Marocains SM, bien sûr. Mais les Français, on peut vous le demander. En tout cas, vous n'avez jamais vu ce genre de truc en termes de niveau, mais c'est ça que vous allez rencontrer en sup. De la facilité de calcul. Enfin, de la facilité, c'est pas le calcul facile, mais on va attendre de vous de la facilité de calcul, dans le sens que vous êtes à l'aise, vous savez les enchaîner et les faire sans paniquer. Cette non-panique viendra de l'entraînement, bien sûr, de l'expérience. Mais voilà le genre de truc auquel s'attendre. C'est pas déplaisant au final, comme à force de le faire, ça devient un peu marrant. Petit c, en déduire gamma de x plus 1 égale x gamma de x. C'est pas trop compliqué, donc il faut pas se planter. Une des erreurs à pas faire, alors là attention, vous allez me dire c'est évident, mais voilà. Une des erreurs à pas faire, c'est croire qu'ici il y a un n. Non, on vous dit la limite gamma n x plus 1 égale à ça. X fois la limite de gamma n de x. Là ce sont les limites, donc on va essayer de voir ce qui se passe pour gamma n de x plus 1, et voir à quel point, en passant la limite, ça c'est l'erreur à pas faire, hein, en passant la limite, on peut trouver cette égalité qui est demandée. Donc le premier truc à faire, c'est écrire gamma indice n de x plus 1. Donc petit c, on écrit d'abord, donc quel que soit x plus grand que 1, ça c'est normal, x plus grand égal à 1, toujours, gamma n de x plus 1 égale. Alors on fait l'expression ici, encore une fois, c'est pas gamma n plus 1, c'est gamma n de x. Donc n ça change pas, c'est x plus 1 ici. Moi je vais essayer d'exprimer gamma n de x plus 1 en fonction de gamma n de x. C'est ça que je vais vouloir faire. Je vais essayer de trouver une expression entre ces deux-là. Ce sera pas celle-là, mais je vais essayer de trouver. Donc j'écris. Tout de suite, je peux dire que, vu l'expression, c'est n factoriel, ça ne change pas, n puissance x fois n. Je fais exprès de faire apparaître la n puissance x pour me rapprocher de gamma indice n de x. Sur, j'ai quoi? X jusqu'à x plus n, ici c'est x plus 1 jusqu'à x plus n plus 1. Enfin, c'est x plus 1 plus n. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour faire apparaître gamma n de x? Je vais faire un plus 1 moins 1 où je fais exprès de faire fois x sur x. Et donc, tout ça, c'est égal à quoi? Je vais colorier gamma n de x. C'est ces éléments-là. Oups, excusez-moi. En haut, ces éléments-là. En bas, ces éléments-là. Donc, qu'est-ce qui me reste? Gamma n de x plus 1, c'est gamma n de x fois nx sur n plus 1 plus x. Et ça c'est intéressant parce que à gauche, gamma n de x plus 1, ça a été établi que ça tendait vers gamma de x plus 1. Ça tend, donc la limite à droite c'est gamma de x, et ce truc-là quand n tend vers plus l'infini, encore une fois les limites que je fais c'est, là ici c'est quand n tend vers plus l'infini, c'est du nx sur
n plus 1 plus x, je peux diviser par n en haut et en bas, et je trouve que ça tend vers 1 fois x. Et donc c'est bon, la question est démontrée. Ok. Donc c'est facile, qu'est-ce que j'essaie de démontrer? Bah ça. J'ai bien gamma par unicité, alors il faut rédiger, hein. Ça tend vers 1 fois x, enfin ça tend vers 1 parce que c'est du n sur n, fois x, ça tend vers x en plus infini, facile. Par unicité de la limite, on a bien gamma de x plus 1 égale gamma de x fois x. Très facile. Voilà, petit d déterminer gamma de k pour tout k appartient à n étoiles, petit d, on a gamma de k plus 1 égale k fois gamma de k. Ça, c'est exactement la définition d'une factorielle. C'est la suite telle que à chaque fois je multiplie par k. Je multiplie par celui d'après. Le plus simple, c'est peut-être... Alors, soit un produit télescopique. Il faudrait montrer que gamma de k soit toujours non nul. Est-ce que je peux faire ça facilement? Pour k plus grand égal à 1. Je suis pas sûr, peut-être galère. Gamma, alors soit on montre que, soit on fait un produit télescopique, mais je veux quand même montrer en étant rigoureux que c'est non nul. Gamma n de x, est-ce que... Ouais, c'est compliqué. Non, flemme, vous sentez le résultat. Donc le mieux, en fait, c'est de faire quoi? Vous faites au brouillon. Ah, mais j'ai gamma de x plus de k plus 1 sur gamma de k égale k. Donc en télescopant entre 1 et n, j'ai gamma de n plus 1 sur gamma de 1 égale n factoriel. Donc j'ai plus qu'à calculer gamma de 1. Donc là, ça, je peux le faire non brouillon. J'ai gamma de 1. Est-ce qu'on connaît gamma de 1 égale limite quand n tend vers plus l'infini de gamma n de 1. Et gamma n de 1, on met x égale 1. Ça fait 1, 2, jusqu'à n plus 1 factoriel. Là-haut, c'est du n puissance 1. Égale limite en plus l'infini de n factoriel n sur n plus 1 factoriel égale limite en plus l'infini, je simplifie, de n sur n plus 1 égale 1. Donc je trouve gamma de 1 facilement. Et ensuite je fais récurrence évidente. Pour pas avoir... Vous savez pourquoi je fais ça, vous avez compris. Hein. Au brouillon, je fais le produit télescopique, mais vu que je divise par grand gamma de k, ça me saoule de devoir démontrer qu'il est non nul, sauf si vous avez une manière rapide de montrer qu'il est non nul. Là, en gros, en 2 secondes, ça m'a gonflé, donc je sens le résultat en 2 secondes. Et par récurrence, je montre trivialement que gamma de k égale... On a dit quoi? N plus 1, c'est n factoriel. Donc c'est 1 fois, c'est k moins 1 factoriel. Voilà. Ok? Trivial. Bah, vu la relation de récurrence, ça se fait tout de suite. Gamma de 1 égale 1, vous avez votre initialisation. Vous mettez 1 ici, ça fait bien 0 factoriel, ça fait 1. Et là, ça marche. Donc voilà, j'ai pas envie de rédiger, de galérer à montrer que ça c'est non nul. Donc on le fait, et en l'occurrence c'est non nul. Ok, top. Donc là on arrive à la fin de ça, c'est top. On a fini la partie 1. Donc si on revient, on a déjà fait une partie 1 qui était pas mal intéressante. Définition de la fonction grand gamma. On a réussi à montrer qu'elle existe, enfin qu'elle existe comme limite de suite pour chaque x plus grand ou égal à 1 pour tous les réels de cette chose-là qui est dégueu. On a montré que cette chose dégueu avait une expression un peu moins dégueu. L'intégrale, en fait, grâce à ça, comment dire, le binôme appliqué à cette chose-là, peut s'écrire comme une somme. Donc c'est intéressant, on peut s'écrire comme une somme qui s'intègre et qui donne cette chose-là. Et grâce à ça, on peut ensuite montrer un petit résultat sur la fonction grand gamma pour les entiers k. Et ça rejoint l'introduction de ce problème que je vous ai fait tout à l'heure. Donc je vous disais que la fonction grand gamma, c'est un peu une tentative d'essayer de faire une factorielle pour tous les réels. Voilà, on voit qu'en effet, sur les entiers naturels, ça vaut la factorielle. Donc c'est intéressant.